Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans le podcast In Shape to Grow, le podcast qui a pour mission de vous soutenir, vous et votre communauté, à travers les défis du quotidien. Nous sommes à la 3e saison du podcast. Ce podcast est né suite à la pandémie pour vous donner des outils de gestion du stress à travers des interviews d'entrepreneurs, de personnalités, de monsieur, madame, tout le monde qui avaient su relever ces défis durant la pandémie. L'année passée, je suis parti vraiment dans un format solo en vous proposant de nombreux outils pour une approche holistique de la santé. Mais cette année-ci, j'avais vraiment envie de revenir sur un format d'interview et de vous proposer des outils pour relever les défis de la vie, présents ou futurs. Nous sommes dans un tournant de notre humanité et je pense qu'il est vraiment important de pouvoir contrôler ce qui est contrôlable, sa santé, son énergie, sa gestion émotionnelle et de pouvoir justement réagir, s'adapter du mieux possible. Alors, cette semaine, j'avais envie de revenir néanmoins sur un format solo pour vous partager 2 expériences. En fait, il y en a une troisième, mais une expérience personnelle et une expérience de coaching qui, je l'espère, pourra vous aider dans votre quotidien. Alors, je suis David Germeau, pour ceux et celles qui sont pour la première fois sur ce podcast. Je travaille en tant que créateur de programmes santé depuis plus de 20 ans. J'accompagne les entreprises et les particuliers qui recherchent des solutions aux défis du quotidien à travers un travail en tant que nutritionniste, entraîneur, mais également spécialiste dans la gestion du stress, dans la relaxation, dans le sommeil, bref, une approche holistique, une approche globale qui permet, et ça c'est quelque chose que je défends depuis très longtemps, faire des petits efforts au quotidien pour que finalement ces petits efforts qui s'accumulent deviennent de vrais résultats à moyen et long terme. Alors, In Shape to Grow, c'est le nom du podcast. Être en forme pour bien grandir, pas uniquement physiquement. Si certains nous écoutent, peuvent encore grandir, eh bien, c'est qu'ils font partie de cette jeune génération. Mais je m'adresse surtout au fait de grandir à travers les événements du quotidien, émotionnellement, mentalement et spirituellement. Et donc, les partages que je vais faire aujourd'hui vont vraiment coller avec ce mantra que je suis, que je propose depuis maintenant près de 20 ans. La particularité des interviews que je voulais proposer cette année, c'est des invités finalement qui ont traversé une période difficile dans leur vie, un challenge, un défi, et qui grâce à un élément ou plusieurs éléments, eh bien, ont pu relever ces défis. Et donc, c'est pour sortir de toute cette théorie, de tous ces slogans, de toutes ces citations de blabla proposées par des gens qui connaissent la théorie, mais qui ne se sont pas trouvés au cœur de la problématique. Donc là aussi, aujourd'hui, même si c'est un solo, je vous propose d'aborder ces thématiques à travers 3 histoires. Je vous parlerai ensuite d'explorer les connaissances qui devraient pouvoir nourrir votre compréhension et je vous proposerai donc 3 conseils à appliquer dès demain ou selon l'heure à laquelle vous allez écouter ce podcast. Alors, ma première histoire concerne un événement que j'ai vécu moi-même la semaine dernière. J'étais sur LinkedIn pour pouvoir petit à petit maîtriser de mieux en mieux ce réseau. Je regardais un petit peu les sujets qui m'intéressaient et je tombe sur le post de Pedro Correa. Alors peut-être que Pedro Correa, vous le connaissez parce qu'il a fait un buzz avec une vidéo où il faisait le discours de fin d'année d'une école en Belgique, d'une université. Et effectivement, ce discours avait vraiment été impactant et a fait des millions de vues. Mais ici, Pedro, qui se définit comme un paradigme shifter, il est auteur, il est conférencier, nous dit ceci. Je lis.
Si vous aviez une douleur aiguë à l'épaule qui vous met presque en larmes chaque lundi matin pendant des années, prendriez-vous une aspirine chaque jour sans aller consulter? Pourquoi alors sommes-nous capables de cohabiter avec des douleurs d'une ampleur comparable, parfois pendant des années, parfois des vies entières, sans les traiter pour la seule raison qu'il s'agit de douleurs existentielles, de douleurs de l'âme qui ne sont pas localisées avec des précisions à un endroit du corps? Nous n'avons pas l'habitude de traiter ces douleurs existentielles, ces mal-être qui nous nouent l'estomac, la gorge ou le cœur, parce que nous sommes une société matérialiste au sens philosophique du terme. Nous nous sommes focalisés sur tous les domaines de la matière et sommes devenus excellents dans ces sujets, avec pour corollaire le fait d'être devenus désastreux dans notre traitement de tout ce qui n'est pas matériel, tangible et quantifiable, comme par exemple la perte de sens de nos emplois. Tout est géré de façon efficace lorsqu'une douleur physique survient, nous connaissons les spécialistes, c'est remboursé par la Sécu, etc., alors que nous sommes démunis face aux douleurs existentielles encore trop souvent taboues. Le résultat, dit-il, des vagues de burn-out ou de dépression, au point que ces maladies de longue durée dépassent en budget la part consacrée au chômage. Oui, ça c'est quand même une information relativement intéressante à noter aussi. Mais ça n'est pas ici le sujet. Dit-il, il poursuit, il est temps d'élargir notre hygiène de vie afin d'englober nos blessures immatérielles. Un petit extrait de l'interview que j'avais donné à Les Déviations il y a quelques temps, et puis il poursuit effectivement, où je parle de deuil social, de burn-out ou de discours à la remise des diplômes de Polytech. Voilà, la Polytech qui a été vue à 15 millions de fois à ce jour et d'introspection pour un événement qui allait se passer quelques jours plus tard. Alors, pour ceux qui me connaissent, évidemment, je ne suis pas tout à fait en cohérence avec cette affirmation que nous maîtrisons la partie physique de notre santé, par exemple. Et je connais effectivement des gens qui prennent des aspirines depuis des dizaines d'années sans vraiment aller consulter parce qu'on n'a pas le temps justement de s'intéresser même à la partie physique. Mais je lui réponds, parce que j'avais envie d'entamer le dialogue, je ne suis pas convaincu que, entre guillemets, tout soit réglé de façon efficace lorsqu'une douleur physique survient. Fermez les guillemets. Une douleur physique peut également être un message de mal-être émotionnel ou mental. Se contenter de la soigner localement est, à mon sens, tout aussi dommageable que d'étouffer les douleurs existentielles. Il n'est plus possible de scinder, à mon sens, le corps et l'esprit, le cœur et l'âme. C'est d'ailleurs l'une des grandes leçons que Dan Buettner partage depuis plus de 20 ans dans l'étude des zones bleues. Il est donc temps de faire du bien à notre corps pour que notre corps ait envie d'y rester. Vous connaissez l'adage, tant par l'écoute du corps, parce qu'effectivement une douleur à l'épaule peut être suite à un accident ou une mauvaise habitude, mais peut aussi, et c'est une stratégie, une grille de lecture à avoir, peut aussi être un message d'un organe, d'un message plus émotionnel. L'écoute du corps que par la prise en compte du ressenti. J'ajouterais qu'il est essentiel de répondre aux besoins du corps afin d'avoir suffisamment d'énergie pour affronter les défis personnels. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Et je trouvais dommage justement de séparer la compétence que nous avons, en tout cas les solutions que nous proposons au niveau des bobos physiques par rapport aux compétences que nous avons pour tous les problèmes existentiels. Dommage que je ne puisse pas venir au festival ce week-end parce que c'est vrai que ça aurait été intéressant de pouvoir rencontrer Pedro. Il me répond, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais c'est aller encore un peu plus loin. De mon point de vue, il faudrait déjà commencer par mettre au même niveau la prise en charge et l'expertise de notre enveloppe charnelle et l'émotion qui l'habite, un prérequis en quelque sorte, de façon à ce que l'on puisse par la suite traiter les expressions dans notre corps lorsqu'il subvient. J'étais effectivement tout à fait d'accord avec lui, je l'ai remercié, c'était très cordial, c'était cool, on a créé un premier contact, j'avais vraiment envie d'aller l'écouter, malheureusement, je suis un peu loin de Namur aujourd'hui, et preuve justement que les réseaux sociaux peuvent nous permettre de faire de très bons échanges. Voilà, ça s'arrête là. Je dirais, petit échange cordial sur les réseaux, intéressant. Voilà. Un jour passe et le lendemain, il se fait que je vais courir. Je profitais encore du beau temps de l'été indien ontarien, puisqu'on a eu encore 28 degrés jusqu'à peu, et puis après c'est descendu à 5 degrés, ça c'est une autre histoire. Donc je vais courir et je reviens, et à quelques mètres de la maison, il y a une douleur, mais vraiment intense, qui m'arrive au milieu du mollet. Donc je marche tout de suite, parce que je n'avais pas envie d'hypothéquer, c'est dommage, finalement les sorties suivantes, et tout de suite, ça me rappelle
une douleur qui est apparue il y a 1 an et demi, un peu dans les mêmes, enfin pas dans les mêmes conditions. Là, c'était une erreur de ma part, un échauffement qui était un peu trop léger. Et finalement, je traîne. Donc ça, c'est arrivé il y a 1 an et demi du côté gauche. Là, aujourd'hui, c'est du côté droit. Mais je traîne cette problématique au mollet qui est descendue dans le tendon d'Achille depuis 1 an et demi. Je le travaille au niveau exercice physique, je le travaille au niveau nutritionnel, je le travaille au niveau récupération. Bref, je fais tout ce qu'il faut au niveau physique pour aborder cette problématique. Vous voyez où je veux en venir? Effectivement, j'ai reçu une petite baffe là de côté. Grâce au message de Pedro, je me rends compte que peut-être que le cordonnier est le plus mal chaussé, mais je n'ai pas en 1 an et demi, du fait que cette douleur va et vienne et que je n'arrive pas à trouver la solution par moi-même, parce que c'est devenu un défi personnel, hein, eh bien, je ne suis pas allé voir l'intensité émotionnelle derrière, la cause psychosomatique éventuelle de cette douleur au tendon d'Achille. Parce que ça va, ça vient, je vous l'ai dit, je la soigne, mais ça reste là et ça peut être même très douloureux à certains moments et à d'autres moments beaucoup moins. Et donc, je me décide à aller faire ce que je recommande et ce que je fais en consultation avec mes clients, dans mes accompagnements, c'est de devenir en forme pour pouvoir relever les défis de la vie, in shape to grow, être en forme pour bien grandir. Donc, une fois que mes clients ont suffisamment d'énergie, suffisamment de confiance aussi dans la relation que nous avons, je tente d'évaluer le terrain pour savoir si cette approche émotionnelle peut être une solution, non pas pour la résoudre. Je ne suis pas thérapeute, mais pour pouvoir ouvrir des pistes et pouvoir comprendre que tout n'est pas uniquement en lien avec le sommeil, la nutrition, l'activité physique, les suppléments, la dernière mode au niveau du biohacking, que sais-je. Ça reste un élément essentiel. C'est là où on a mal, mais l'origine peut venir de plus loin. Et donc, je prends différentes grilles et il y en a une qui me saute aux yeux, qui vraiment me donne l'élément essentiel pour moi pour suivre la rééducation, la revalidation de mon tendon d'Achille. Et donc là, c'était une belle leçon de me dire, OK, on est vraiment sur aujourd'hui cette approche globale. Alors, un cordonnier mal chaussé devrait pouvoir également travailler sur ses chaussures. Je pensais le faire et là, c'était une belle leçon. Alors, bien sûr que aujourd'hui, je vais continuer à travailler au niveau physique et au niveau nutritionnel. Une approche globale, holistique, est une approche globale holistique. Donc, on va prendre la partie physique, émotionnelle, mentale et éventuellement spirituelle de la problématique pour pouvoir amener une solution à moyen et long terme. C'est donc ici ma première histoire. Maintenant, je vais vous parler d'un cas de coaching qui est arrivé 3 jours plus tard. Et vous allez voir qu'il y a évidemment un lien entre les deux. En consultation, je demande toujours à mes clients comment ils se sentent. Et là, cette cliente me dit « Semaine difficile ». Alors, par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés sur la semaine, par rapport à ces défis, ces déséquilibres, je tâte le terrain. Elle me dit « Non, mais en fait, depuis 10 jours, j'ai vraiment difficile avec les événements du Proche-Orient. J'ai difficile de dormir, je ressens plein d'émotions, je ne sais pas trop si je dois continuer à m'informer ou si je dois fermer tout cela. » Et donc, elle est vraiment dans cette problématique. Alors, petite parenthèse, tout de suite, je ne suis pas historien, je ne suis pas géopolitologue, je ne vais pas vous parler du sujet brûlant d'aujourd'hui, que les médias partagent énormément, qui devrait vous préoccuper, mais je vais plutôt vous parler de l'impact qu'une telle situation peut avoir sur votre biologie, sur votre physiologie, sur votre programme de remise en forme. Ça, c'est mon rôle. Comme recommander à un client vers un spécialiste pour, je dirais, avoir une approche globale pour des dimensions de la problématique dont je ne suis pas expert. Et donc, on parle de ça, et elle me dit effectivement que le plus gros problème, c'est qu'elle n'arrive pas à bien dormir suite aux événements. Donc, le sujet du sommeil, c'est vraiment un sujet qui me préoccupe par rapport au programme qu'on s'est mis en place, d'autant plus qu'on travaille beaucoup sur la qualité de son système nerveux autonome. Et quand elle m'explique un petit peu ses ressentis, elle me dit, ben voilà, effectivement, je ressens vraiment beaucoup d'impuissance. Et là,
je rebondis évidemment sur l'interview de l'épisode 87, je lui en parle, avec cet auteur Brieux Simon qui nous parle de la première loi de la biologie. Un événement aura un impact sur votre système nerveux et sur votre physiologie, votre biologie, selon 4 conditions. Il y a le fait que l'événement soit traumatisant. Or, si vous avez vu quelques images de ce qui se passe aujourd'hui dans cette région du monde, c'est traumatisant. Ou alors, il faut vraiment être déconnecté de la réalité. C'est pris par surprise. Effectivement, une telle violence, une telle escalade nous prend par surprise. Sauf si vous êtes effectivement géopolitologue et que vous suivez la région depuis 10, 15, 20, 30 ans. Troisième condition, on doit le vivre dans l'isolement. Donc là, effectivement, le fait de pouvoir en discuter, ça permet déjà d'alléger la charge biologique. Et quatrième condition, on doit avoir ce sentiment d'impuissance. Et là, c'est vrai que c'est une grosse problématique parce qu'on peut effectivement se sentir très impuissant par rapport à ce qui se passe et c'est ce qu'elle m'a partagé. Je me sens impuissant, je ne sais pas ce que je peux faire. Et du coup, moi, mon rôle, ça a été de lui rappeler ses impacts et de donner des solutions. Parce que si on se sent impuissant et qu'on n'a pas de solution, on tente de ne pas parler de l'impuissance par rapport aux effets biologiques. Et donc, je lui ai parlé de plusieurs concepts que je vais partager avec vous. Je lui ai dit, lis ces 3 articles et la semaine prochaine, on en reparle et on voit un peu comment on peut agir sur ces paramètres. En plus, évidemment, de ce qu'elle avait à faire au niveau physiologique, au niveau nutritionnel, au niveau sommeil, avec les recommandations pour justement pouvoir avoir un meilleur sommeil grâce à des routines du soir. Ça, on a déjà mis ça en place. Mais n'empêche, vous le savez très bien, votre cerveau le sait très bien, c'est pas parce que la routine du soir s'est faite que la situation le lendemain matin va disparaître. L'impact d'un événement dans votre entourage que vous ne savez gérer, oui peut-être, mais une annonce ou un événement de cette ampleur, c'est plus difficile. Et donc, je voulais parler d'un premier concept qui s'appelle le concept de l'égrégore. Alors, je vois déjà certains qui vont sourire. Je vous donne une petite définition. Un égrégore est un concept qui désigne une forme, une pensée collective créée par un groupe de personnes partageant des croyances, des émotions et des intentions similaires. Cet égrégore est alimenté par l'énergie mentale et émotionnelle des membres du groupe et peut avoir une influence sur leurs actions et leurs comportements. Les égrégores sont souvent associés à des mouvements religieux, spirituels, ésotériques ou à des groupes sociaux, culturels ou politiques. Ils peuvent prendre des diverses formes, de simples notions partagées à des entités plus complexes selon la force et la cohésion du groupe. Alors, pourquoi je vous parle de cela? Parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui peut être intéressant à comprendre. Pourquoi est-ce que finalement, tout d'un coup, on sent cette tension dans notre entourage? Mais j'en entends déjà qui vont dire, oui, mais Grégor, c'est un truc ésotérique, c'est pas scientifique, c'est lié aux croyances, bla, 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 bla. Vous connaissez peut-être ce genre d'argument. Mais attention, si effectivement la notion d'égrégore n'est pas une notion scientifique, je vous rappelle les écrits d'un médecin sociologue dont j'ai déjà parlé à de nombreuses reprises, justement suite à ce qu'on a vécu entre 2020 et 2023, par rapport, Nicolas Christakis, par rapport justement à cette connexion sociale. Je vous lis un petit peu son parcours. Nicolas Christakis est sociologue et médecin américain, notamment connu pour son livre Connected, The Surprising Power of Our Social Network and How They Shape Our Lives. Donc, dans ce livre, Christakis explore la manière dont les relations sociales influencent nos vies et nos comportements en examinant comment les connexions entre les individus affectent la diffusion d'idées, de comportements et de phénomènes sociaux. Ces recherches portent sur divers aspects de la sociologie, de la santé publique et de la médecine. Donc ça, c'est scientifique, c'est documenté, c'est repris, ce sont des sources, relativement probantes. En mettant en lumière l'importance de la communauté dans la compréhension de nombreux aspects de la société. 2 citations de ce médecin, sociologue. Les amis de vos amis, jusqu'à 3 générations de séparation peuvent influencer tout, de votre poids. On a des études qui montrent que si les amis des amis de vos amis sont en surpoids, il y a énormément de chances que vous soyez en surpoids aussi. Et votre bonheur, votre comportement et même votre susceptibilité à la grippe. Donc,
intéressant par rapport à ce que nous avons évidemment vécu. Et preuve finalement à l'appui, parce que j'avais lu ce livre avant la pandémie, et donc durant ce que nous avons vécu, j'ai fait un lien avec ces études, et je vous lis un texte, si vous ne l'avez pas encore lu, parce que je l'ai déjà partagé à de nombreuses reprises durant mes podcasts. Voici ce qu'il dit. La plupart d'entre nous sont déjà conscients de l'effet direct que nous avons sur nos amis et notre famille. Nos actions peuvent les rendre heureux ou tristes, en bonne santé ou malades, même riches ou pauvres. Si vous êtes parent, vous le savez d'autant plus que les enfants sont très sensibles aux émotions des parents. Si les enfants sont nerveux, il faut d'abord aller voir si les parents ne sont pas nerveux. Ou s'ils sont dépressifs, allez voir si les parents ne sont pas dépressifs. Mais nous considérons rarement que tout ce que nous pensons, ressentons, faisons ou disons peut se propager bien au-delà des personnes que nous connaissons. Inversement, nos amis et notre famille nous servent de canaux pour être influencés par des centaines, voire des milliers d'autres personnes. C'est ce que nous avons vécu durant les années 2020 à 2023. Comment la population réagissait, influençait notre comportement. En ayant déménagé entre deux lockdowns, août 2020, j'ai vécu une partie en Belgique et une partie au Canada. Eh bien, c'était totalement différent. Et quand la situation a évolué en Europe et en Belgique en particulier, j'ai continué à travailler en ligne avec la Belgique, je vivais au Canada avec les comportements et les personnes. Alors, je n'avais pas suffisamment d'amis pour avoir des amis qui m'influencent, mais j'avais quand même toute cette tension sociale qui m'influençait. Dans une sorte de réaction sociale en chaîne, dit-il, nous pouvons être profondément affectés par des événements dont nous ne sommes pas témoins et qui arrivent à des personnes que nous ne connaissons pas. C'est comme si nous pouvions sentir le pouls du monde social qui nous entoure et réagir à ces rythmes persistants. C'est d'autant plus vrai aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Depuis 10 jours, on peut le sentir selon les réseaux que vous partagez, ou en tout cas votre réseau d'amis, eh bien, vous aurez plutôt les résultats de Ronaldo ou effectivement les médias français ou les médias internationaux, mais vous allez quand même être influencé par toutes ces conversations. En tant que membre d'un réseau social, nous dit-il, nous nous transcendons pour le meilleur ou pour le pire et devenons une partie de quelque chose de plus vaste. Nous sommes connectés, dit-il. Donc cette notion d'égrégore qui semble être ésotérique ici est prouvée scientifiquement. Il nous dit qu'effectivement, nous sommes influencés par le pouls social, et si le pouls social est faible parce qu'il est dans la peur, parce qu'il est omnibulé par ce qui se passe, ou dans la fuite aussi, il suffit de voir les résultats du film Barbie par rapport au film Oppenheimer, eh bien, ça va avoir un impact sur nos comportements, notre façon de penser, notre façon d'être. Mais du coup, c'est très bien, on comprend la notion d'égrégore, on comprend cette notion que nous sommes connectés, qu'on peut être influencé par le stress, par les idées véhiculées à travers, je dirais, notre environnement direct. Mais que faire, parce que sinon, on reste dans l'impuissance. Eh bien là, je vais vous parler d'un autre élément qui est l'effet Maharishi. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'effet Maharishi? L'effet Maharishi est également connu sous le nom, je vous le cite, de cohérence, est une hypothèse basée sur la méditation transcendantale et les pratiques de groupe. Cette hypothèse suggère que lorsque suffisamment de personnes pratiquent la méditation transcendantale en groupe, elles peuvent influencer positivement leur environnement, réduire le taux de criminalité, améliorer la qualité de vie et promouvoir la paix. C'est ce qui est dit dans les études. Selon cette théorie, ça reste une théorie, mais j'y reviendrai, la méditation en groupe génère des ondes cérébrales cohérentes et harmonieuses. À l'inverse, l'anxiété et la peur font la même chose, mais pour des effets négatifs, ce qui aura un effet positif sur la société environnante. Alors, attention, ce phénomène a été remarqué pour la première fois en 1974, 74, et rapporté dans un article publié en 1976. Il a été découvert que lorsque 1% d'une communauté pratiquait le programme de méditation transcendantale, le taux de criminalité diminuait d'une moyenne de 16%. À cette époque, le phénomène a été nommé effet Maharishi, suite à l'université qui a pris en charge, l'université de Maharishi, cette étude. Plus tard, le sens de ce terme a été étendu pour englober l'influence générale par la pratique de groupes de programmes. Ce programme a été pratiqué en grand groupe à de nombreuses occasions au cours de la décennie suivante
Et la première analyse statistique des effets a été publiée en 1987. Celle-ci a montré une diminution d'environ 11% des crimes violents à Washington, des crimes totaux à Metro Manila et des crimes totaux dans le territoire de l'Union de Delhi. 11%, c'est quand même non négligeable lorsque l'on parle de criminalité. Ça fait quand même beaucoup de gens que l'on va, je dirais, épargner par rapport à une criminalité, par rapport à une ambiance très négative. Et donc, ça veut dire que méditer avec une intention vers, hein, je pense que tout le monde sera d'accord sur cette question qui n'est pas épineuse, c'est vers la paix, peut effectivement avoir deux impacts. Un premier sur son propre système nerveux, et c'est là où je fais le lien entre ma première histoire et ma deuxième histoire, c'est que très vite on peut se dire, oui mais tu te prends la tête, David, pour un tendon d'Achille quand ce sont des personnes qui vivent à ce point dans l'enfer. Alors, je fais une petite parenthèse ici, parce que justement, la semaine dernière, j'écoutais l'interview d'une autrice que je ne vais pas citer, mais qui, dans son livre, vient de partager la citation qu'elle a beaucoup aimée de David Bowie, et qui m'a un peu choqué finalement, justement dans le contexte, parce qu'elle dit ceci, cette citation, la religion est pour les gens qui ont peur de l'enfer, la spiritualité est pour ceux qui en reviennent. Autrice française. Quand en 2011, nous avons perdu notre petite fille qui avait 2 mois après le départ de ma mère, 4 mois après le départ de mon père, j'ai cru que j'étais en enfer. C'était mon enfer. Je l'ai géré comme j'ai pu. Mais aujourd'hui, plus jamais je parlerai d'enfer, parce que malgré tout, j'avais un toit au-dessus de ma tête, j'avais un petit garçon en bonne santé, j'avais un travail, j'étais indépendant, donc il fallait quand même aller bosser, mais je n'étais pas à la rue. Je n'avais pas peur pour ma vie. Et donc, il faut effectivement pouvoir remettre tout dans le contexte et faire un certain discernement. Mais j'insiste, votre santé est importante. Pourquoi? Parce qu'en étant en meilleure santé, vous pourrez faire de meilleurs jugements, vous pourrez agir de manière bien plus positive dans votre entourage, vous ne serez pas pris dans la peur. Mais en même temps, il faut pouvoir relativiser mon petit tendon d'Achille par rapport à ce que peuvent vivre des papas qui ont aussi des enfants de 4 et 16, de 4, ça c'était à l'époque, des enfants de 9 et 17 ans, de 8 et 16 ans, ils vont avoir leur anniversaire en ce qui me concerne, mais je ne vis pas un enfer et je ne sais pas ce qu'est l'enfer. Et je peux par contre travailler sur ma santé, je peux par contre partager ces informations avec vous pour faire en sorte que et ma communauté et ma famille puissent bien, être en meilleure santé ou avoir un peu plus d'énergie qu'avant. Et je reviendrai sur ma troisième histoire parce que justement, c'est cette question que mon fils m'a posée il y a quelques jours pour pouvoir justement bien, faire en sorte que l'effet Maharishi soit positif parce que si je suis en bonne santé, si ma famille est en bonne santé, ma communauté est en bonne santé, ce sera beaucoup plus facile de prendre du recul, de faire des choix judicieux et effectivement d'éviter de diviser, et éviter de faire des amalgames, éviter de prendre parti, parce que le but ici n'est pas de prendre parti, le but ici est de sortir de cette ambiance anxiogène, stressante et négative pour tout le monde. Et donc, vous allez me dire, oui, mais méditer pour une situation qui se trouve à plusieurs milliers de kilomètres, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Bien, là, je reviens sur cette histoire, donc l'histoire du colibri, la légende du colibri. Hein, c'est ce colibri qui veut, en prenant de l'eau dans une rivière, éteindre le feu, et tous les autres animaux se moquent de lui et dit moquez-vous, mais moi je fais ma part. Et si tout le monde fait sa part, effectivement, petit à petit, un petit peu devient beaucoup. Il suffit de voir quand, je le dis toujours, hein, vous êtes au Canada et qu'il neige, vous voyez la taille du flocon de neige, pas grave. S'il neige toute la nuit, vous allez voir si c'est pas grave pour déneiger la voiture ou le parking.
Donc, effectivement, il ne faut pas sous-estimer ce que nous pouvons faire à petite échelle, parce que petit à petit, un petit peu devient beaucoup. Et donc, on arrive en fin de ce podcast. J'espérais effectivement ne pas être trop long, parce que je voulais vous donner suffisamment de matière pour pouvoir passer à l'action, et donc arriver à la fin de ce podcast. Donc, si vous êtes déjà arrivé, si vous êtes arrivé à cet endroit du podcast, bravo, merci. Eh bien, voici les 3 conseils que je vais vous donner par rapport à cette situation et par rapport à la situation que nous vivons aujourd'hui. Premièrement, évitez de partager des informations qui sont là pour diviser. Je ne suis pas géopolitologue, je ne suis pas historien, je suis allé faire mes recherches pour avoir mon avis, pour comprendre les choses, mais je ne suis pas là pour parler de cette situation, je suis là pour parler de l'impact anxiogène que ça peut avoir sur votre système nerveux et ce que ça peut avoir du coup sur votre famille, votre communauté, votre ambiance au travail. Mais plutôt partager des choses positives. Alors, pas les vidéos de chats évidemment, ça ne va rien changer au monde, mais s'il y a des choses positives dans votre environnement, si vous avez découvert un bouquin, si vous avez une magnifique recette, si il y a une citation, si ce podcast est arrivé dans votre fil d'actualité et que vous le partagez, ben ça, c'est quelque chose de positif. Ça fait avancer finalement les choses dans la bonne direction. Et s'il n'y a rien à partager, ben, ne partagez rien pour le fait de partager. Mon deuxième conseil, ce serait effectivement de vous instruire, comprendre. La connaissance et la solution, c'est l'ignorance qui entraîne la division. Je vous donne un exemple. Effectivement, j'ai regardé pas mal de vidéos pour comprendre ce qui se passe. Ce n'est pas un sujet que je maîtrise aussi bien que mon épouse, par exemple. Donc, j'ai vu plusieurs vidéos. Et de fil en aiguille, je suis tombé sur des journalistes, des historiens, des géopolitologues qui m'ont permis de faire un puzzle de cette partie du monde au niveau historique et au niveau géopolitique. Et puis, je suis tombé sur une vidéo d'un des journalistes que je trouvais interpellante parce que j'avais entendu parler du Japon pour plusieurs raisons dans la presse. Donc là, je vois le Japon, le pays le plus pacifique au monde, c'était même dans leur constitution, devient le 3e pays à dépenser le plus pour son armée. Et donc, c'est pendant 25 minutes, je comprends toute l'évolution de l'histoire du Japon, comment ce peuple qui a énormément souffert peut finalement se retrouver en 2 générations à avoir oublié toute cette souffrance et repartir dans un tel financement. Ça m'a bien montré que en quelques générations, on pouvait oublier des drames aussi importants et finalement refaire les mêmes erreurs. Donc le fait de comprendre les choses sera bien plus intéressant. D'ailleurs, autre exemple, cette semaine, j'ai participé en tant que spectateur à une conférence de 3h30 sur la santé mentale en entreprise au Canada, parce qu'évidemment, il y a des différences culturelles. Je travaille avec les entreprises en tant que consultant bien-être ici au Canada, mais ça me permettait de sentir un peu justement le pouls social, ce qui se passe aujourd'hui dans les entreprises au Canada, dans lesquelles je n'ai jamais travaillé. Et là, on disait effectivement que 80% des employés au Canada se sentent sous pression, se sentent stressés. La plupart, donc il y a 30% des gens qui estiment que les entreprises ne font pas encore assez pour l'employé, mais on se rend compte que la majorité ne connaissent même pas les programmes qui sont proposés dans l'entreprise. Donc il y a un problème de communication, il y a un problème de connaissance. Si je reviens à quelque chose que je maîtrise beaucoup plus, c'est l'impact d'une hypoglycémie. Si vous savez que votre petit déjeuner trop sucré va entraîner une hypoglycémie réactionnelle 2 heures plus tard et que cette hypoglycémie réactionnelle peut avoir a un impact sur la gestion de vos émotions, oui, c'est clair que apprendre des techniques de communication positive sur le milieu du travail, c'est important. Mais si vous êtes en plein milieu d'une hypoglycémie, ça va être compliqué d'appliquer la communication non violente. Donc, en ayant connaissance de l'implication de la qualité de votre petit déjeuner sur votre glycémie et donc sur votre gestion émotionnelle,
eh bien, vous pourrez faire de la prévention. C'est le but de ce podcast solo. C'est le but de cette saison du podcast In Shape to Grow, avoir des outils pour pouvoir relever les défis du quotidien. En voilà un important, les nouvelles mondiales qui nous influencent aujourd'hui, qui sait ce que ça va donner dans quelques semaines, dans quelques mois, comment je peux passer à l'action pour éviter, alors que ce soit traumatisant et pris par surprise, ça on l'a vu que c'est un peu compliqué, mais comment je peux faire pour ne pas rester isolé, donc en comprenant les choses, en vous instruisant. Alors je ne vais pas partager ici de liens historiques ou géopolitiques parce que ce n'est pas le but. Si vous en avez besoin, vous pouvez toujours me contacter en message privé, mais vous allez pouvoir mieux comprendre et éventuellement partager des avis avec d'autres, donc vous ne serez plus isolé. Et passer à l'action, ça c'est mon troisième conseil, c'est effectivement passer à la méditation. Mais avant de passer à ce troisième conseil, je voudrais revenir sur mon histoire avec mon aîné, mon fils de 16 ans. Parce qu'il voit sa maman, il voit son papa en train d'écouter des différentes vidéos sur le contexte historique, géopolitique, et il pose des questions. Mais il me dit, je suis un peu perdu, papa. Et c'est là que je lui ai expliqué que l'importance de connaître les choses, même si lui, je ne vais pas lui demander de méditer spécialement, mais de comprendre l'implication, parce que quand il sera dans le monde adulte, il devra comprendre justement toutes ces implications pour pouvoir être beaucoup plus, je dirais, adaptable à la société qui est en train de se créer ou je dirais, aux jeux politiques ou que sais-je qui sont en train de se prévoir pour l'avenir, dans un monde dans lequel il va rentrer d'ici quelques années, le monde du travail. Et puis il me dit, mais pourquoi est-ce que vous écoutez autant de vidéos? Parce que vous en avez au moins écouté une vingtaine, ça sert à quoi? C'est toujours la même chose. Et c'est là où mon épouse est intervenue, parce qu'elle a eu cette éducation-là, à travers des professeurs assez incroyables, durant les cours d'histoire, durant lesquels ils pouvaient argumenter, échanger sur des idées justement, ce qui malheureusement n'est plus le cas aujourd'hui, mais elle disait, le fait d'aller voir des vidéos de gens totalement différents, qui ne sont pas toujours de l'avis que j'avais au départ, parce que sinon c'est facile, hein, vous allez écouter tous les historiens et géopolitologues. Bon, normalement, si c'est un historien, un géopolitologue, il va être relativement neutre, mais si vous allez écouter tous les journalistes qui sont dans votre direction, c'est biaisé évidemment. Donc elle se force d'écouter, nous nous efforçons d'écouter des avis qui ne sont pas spécialement dans ce qu'on pensait être au départ, pour vraiment avoir une vue globale. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'objectif est de comprendre l'impact que ça a sur notre système nerveux et de pouvoir agir pour une seule et même cause, c'est-à-dire la paix et la sérénité d'un maximum de gens. Et donc, voilà un petit peu ce que nous avons partagé avec un ado de 16 ans, que malheureusement, je ne vois pas sur les réseaux, parfois même de personnes qui étaient fort engagées dans la santé entre 2020 et 2023, pour éviter de faire tout et n'importe quoi. Notez que là non plus, je n'ai pas partagé d'avis personnel par rapport à cela. Le but, effectivement, n'est pas de diviser, le but est de trouver des solutions et de passer à l'action. Et donc, je suis surpris de voir effectivement autant de fractures dans notre société, d'avis divergents. Et le premier conseil, c'est de ne pas partager d'avis personnels sur la problématique, ça ne va rien arranger. Deuxième avis, c'est de s'instruire. Et même si on s'instruit, vous voyez, je ne partage pas mes vidéos historiques ou géopolitiques. Chacun fait son travail. Par contre, je peux partager des informations comme aujourd'hui, c'est-à-dire s'instruire, comprendre les choses. En les comprenant, votre cerveau a beaucoup plus facile d'agir. Raison également pour laquelle je vous ai partagé la définition d'égrégore, les références de Nicolas Christakis, ainsi que l'effet Maharashi. Et troisième conseil, c'est le passage à l'action. C'est pour sortir de cette impuissance. Sortir de cette impuissance par la méditation qui va vous faire du bien au niveau de votre système nerveux, donc va influencer votre famille, votre communauté, les amis de vos amis. Mais si un maximum, à l'image du colibri, personne écoute cette vidéo
et mettent en pratique cela, alors je ne pense pas pouvoir atteindre 1% de la population mondiale, hein, restons humbles, merci. Si je pouvais avoir effectivement comme certains youtubeurs, j'en voyais encore un ce matin que je suis énormément, qui est assez extraordinaire, que je ne citerai pas d'ailleurs, le but n'est pas ici de donner mes sources, mais si vous en avez besoin, vous pouvez aller me les demander en message privé. Eh bien, il a 5, non, j'ai commencé, il avait 4,9 millions de followers, aujourd'hui il en a 6,7. Ça veut dire que le message passe. Et ça, ce sont des personnes, et alors il n'est pas encore à 1%, il faudrait que je fasse le calcul, de la population mondiale, mais imaginez si tout le monde, avant d'aller dormir, faisait 15 minutes de méditation pour la résolution du conflit. Est-ce que je suis utopique? Il paraît que je suis utopique. Mais rappelez-vous des études qui ont été faites sur cet effet Maharishi, 16% puis 11% d'effet. À partir du moment où il y a 1% de la communauté qui pratique cette méditation transcendantale, rappelez-vous que pour qu'un médicament soit accepté sur le marché, il doit être efficace à 30%. Donc, 16%, c'est effectivement loin des 30% de certains médicaments comme les recapteurs, les inhibiteurs de la recaptation de la sérotonine, pour ne pas le citer, mais néanmoins, ça n'est pas nul, ça n'est pas insignifiant. Ceci clôture ce 88e épisode du podcast In Shape to Grow, le podcast qui a pour mission de vous soutenir dans les défis du quotidien. Là, nous en avons un important. On peut travailler sur soi, sur sa santé et sur l'impact que nous avons dans notre famille, dans notre communauté pour faire avancer les choses. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les en commentaire. Je serai très heureux d'y répondre. Si vous avez aimé ce podcast, eh bien, partagez-le. Partagez-le. C'est vrai que c'est pas évident. C'est ma 3e année, donc ça fait 87 épisodes. Je suis encore loin d'avoir des statistiques énormes sur les réseaux. J'espère que ça va changer. Je travaille avec une équipe de communication pour pouvoir améliorer ça, hein. C'est difficile d'être au four et au moulin en même temps. Je ne suis pas un grand youtubeur, je suis un formateur, conférencier, auteur, nutritionniste, entraîneur. Et je fais de mon mieux. Donc, si vous pouvez soutenir ce podcast pour faire passer cette information, je vous envoie mon pouce bleu et je vous en remercie de tout cœur. Abonnez-vous également à la chaîne pour pouvoir être averti des prochaines interviews. Là, j'en ai 2 qui arrivent, qui sont vraiment d'une grande intensité, qui, j'espère, petit à petit, un petit peu devient beaucoup, chaque interview pourra vous donner des outils supplémentaires que j'utilise justement dans cette modélisation optimale de la santé. C'est la méthode que j'ai créée pour pouvoir justement mettre tout cela sur une seule page, un peu comme un business plan pour votre entreprise, un peu comme votre alors business plan, si vous n'êtes pas chef d'entreprise, peut-être ça ne vous dit rien, mais votre plan de carrière, eh bien, on va faire un plan, un programme de santé en mettant tous ces éléments ensemble. Et le pouvoir de la communauté est vraiment important. Tout à l'heure, quand on disait qu'il fallait éviter l'isolement, c'est Brieux Simon qui nous le rappelait dans l'épisode 87, eh bien, Dan Buettner en parle aussi dans les zones bleues. Si vous voulez vivre longtemps, vous devez avoir une communauté, avoir des gens proches, des gens avec qui vous pouvez partager les choses, des gens avec qui vous pouvez être vous-même. Et je ne pense pas que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit possible. Bon, maintenant, ma conversation avec Pedro a montré le contraire. Maintenant, ce serait encore plus impactant si j'avais pu aller l'écouter à Namur, justement. Et j'espère que ça s'est bien passé pour lui. Ce podcast est également sponsorisé par Mon Bouillon, qui est un traiteur bruxellois, une traiteur bruxelloise qui a lancé depuis plusieurs années, hein, je l'ai interviewé, je dirais, la saison dernière sur son bouillon, recette de grand-mère d'origine biologique que vous pouvez aujourd'hui commander partout en Europe et qui vous permet de nourrir votre intestin, qui permet de nourrir votre système digestif, de pouvoir améliorer votre sommeil. Bref, il y a énormément de bénéfices à un bouillon qui est fabriqué de manière responsable, éco-responsable et qui est vraiment un délice. Monbouillon.com.
Ceci clôture définitivement notre podcast du jour, de la semaine. Je vous souhaite une excellente fin de journée ou début de journée selon, et je vous donne rendez-vous très bientôt. Prenez soin de vous.